Je ne demande que ça. Mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel sera en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution. L'IGPN n'a pas fait son travail correctement car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler, ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils regardent. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin mettre fin au laxisme judiciaire. Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. Le nombre de dossiers que nous voyons, avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé. Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu ? Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent ? Des policiers soupçonnés d'avoir menti. Elle a essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre. Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien ? Bougnoul, négro, bico, dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Bon boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Comment peux-tu protéger les faibles si tu es au service des forts ? Ces armes ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle ? J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Ici on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. Point barre. Je penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Tourne-toi, mais les menottes. Tourne-toi, J'ai attendu, hein. Bien joué. Ouais. Ok, bâtard. Cassez-vous maintenant. Voilà une classe qui se tient sage.
Il faut dire que tu n'es pas aidé. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre. Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Des violences policières en France, c'est un mensonge. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens. Il serait temps que tu comprennes que ces calculs politiciens, ces manipulations syndicales n'ont pour unique but de les servir et de t'éloigner de ceux que tu es censé protéger. Cette population à laquelle tu as oublié que tu appartenais. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi je suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020.
Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière, il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni qui succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée. La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre.
Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. Est-ce que c'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire? Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteint la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément... Putain, amis du café, amis du café, amis du café, amis du café, amis du punk rock. New Rose, bordel de merde. Ils ont refait New Rose. Ils ont refait New Rose pour quelques jours. Regardez cette galerie. C'est la galerie Stéphane Mortier, rue Amelot, au 77 rue Amelot. Ne le dites pas à 19h, c'est le vernissage de l'exposition. Ils sont tous barrés, ils sont tous dehors, là, les invités. Pour l'instant, je suis tout seul. Comment ça va, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. On va parler des Cramps, on va parler des Sense, on va parler... des années 80, on va parler des Vampas, on va parler des Dead Kennedys. Bah, tiens, regardez, il arrive. Le taulier, il arrive. On est en direct, hein. Ah, Louis, ça y est. Ça y est. Elle est hackée. Il voulait ranger le carton. Tu voulais ranger le carton? Voilà, alors, vas-y, range le carton. Vas-y, t'inquiète. Voilà, le temps que les gens arrivent, voilà. New Rose.
Comment ça va, Louis? Ben, ça Louis va bien. Thévenon, le cofondateur de New Rose avec Patrick Maté. Exactement. C'est ça? La photo est là. Ça va bien? La photo. Enfin, la photo, elle n'est pas très récente. Toi, tu es là. Il me semble. Il me semble. Et là, c'est Donc, Patrick Maté. Patrick Maté. Et là, c'est le logo. Voilà, avec la boutique derrière. La devanture. Exactement. Et la devanture, elle est là, en fait. Et l'enseigne est là. Alors, et la vitrine, bon, on est à l'intérieur, mais la vitrine est constituée ici avec les pochettes. alors, je vais simplement vérifier si le son de Louis va bien. Dites-moi si vous entendez bien Louis. Des soucoupes violentes, bien sûr, on va parler des soucoupes violentes. Oh, on entend 5 sur 5, super. Parce que Louis, il parle doucement. Hein. Voilà. Bon, c'est génial. Alors, il faut que je vous dise un truc, les amis, c'est que Louis, là, je te l'ai dit l'autre jour, je crois, mais en fait, tu es mon premier employeur. Tu es le premier à m'avoir donné des sous pour mes écrits. J'avais écrit des biographies pour les groupes New Rose. Pour les groupes. Ouais, et peut-être même New Rose News. Pour le New Rose News, exactement. Voilà, voilà. Donc ça me fait quelque chose. C'est ton premier emploi. Exactement. T'as vu, j'ai mal tourné. T'es mineur encore. Presque. Bon, on commence par quoi? New Rose, c'est d'abord un disquaire. Ensuite, c'est une maison de disques. Et en fait, avant New Rose, ça s'appelle autrement. Oui, avant New Rose, il y a un autre magasin qui démarre en 77. Ouais, bonne année. Qui s'appelle Music Box, ou peut-être en 76, parce que ça, avant c'était Sirène, ça a changé de nom, c'est devenu Music Box. Donc c'était rue Saint-Sulpice. Ouais. Et c'est là où il y avait tous les imports, le punk arrivait, le reggae. Ouais, ouais. Donc c'est là où j'ai rencontré Patrick, ouais. qui lui était le responsable du magasin. Moi j'étais encore lycéen. Je lui ai demandé si je pouvais travailler au magasin. Donc, les après-midi où je n'avais pas école, où je n'étais pas au lycée, je venais travailler. C'était le jeudi ou c'était déjà le mercredi? C'était lundi, mercredi, samedi. Ah, tu foutais rien en fait? Mais c'était l'emploi du temps qui était comme ça, j'avais les après-midi. Ouais. Et puis ensuite, Patrick est parti travailler chez Phonogramme. Ouais. Puisqu'auparavant, il avait travaillé chez RCA comme chef des ventes. Donc du coup, là, je suis devenu responsable du magasin. Ouais. Et ensuite, le magasin a fermé en 79. Parce que le propriétaire, ça ne l'intéressait pas, donc il a fermé. Ouais. Et puis on s'est retrouvé avec Patrick et je lui ai proposé d'ouvrir un magasin et on est parti comme ça. Alors, petite vérif d'usage, mais a priori tout va bien. Tout va bien. Le rock, c'est tout à fond. Voilà. Là, je change de caméra. Eh, les amis, c'est la première fois que... Regardez le setup. Regardez le setup. Eh, les cramps, là, et nous, on est juste au-dessus, quoi. Et là, New Rose. On dirait un hôtel. alors, viens, Louis, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu sors un livre. Enfin, vous êtes 3, en fait. C'est ça? 3 auteurs? Comment on pourrait dire? Il y a un éditeur indépendant qui ouais. sort des livres sur le rock. Ouais. Et puis au niveau des textes, il y a donc une petite intro de Chris Bailey. Ouais. C'est probablement, c'est sûr, même c'est son dernier texte. Ouais. Ensuite, il y a une préface de Laurent Chalumeau et les textes. Qui est génial, dont on va parler. Qui est assez marrant, oui. Ouais, ouais. Et puis les textes sont de Dominique Format. Voilà. Qui est un auteur polar, qui était client chez New Rose, même de Music Box, ouais. Et qui a réalisé un film aux États-Unis avec Jeff Bridges, et qui maintenant est revenu en France et écrit des romans. Ok, ok. Et donc là, il y a ce bouquin qui est sorti, et en fait, il n'y a que à l'exposition à Rouen, au fin novembre, on va en parler aussi, qu'on peut le trouver, parce qu'en fait, il est épuisé. Comme c'est vraiment un do-it-yourself, hein. Ouais. Donc on a fait un crowdfunding, une souscription Ulule. Ouais. Et puis donc le livre sera disponible, oui, aux événements, en fait, aux expositions, donc à Rouen. Ça, c'est le 25 novembre. Ouais. Avec un concert. Ouais. Et puis après, il y aura un showcase dédicace chez Gibert le 3 décembre. À Paris.
À Paris, voilà. Gibert à Paris. Exactement. Pas loin de là où était New Rose. Oui, à 2 rues. À 2 rues. Et d'ailleurs, l'endroit où étaient les magasins New Rose, c'est toujours Gibert, puisque c'est là où on peut aller revendre ses livres. Absolument, j'ai vu ça. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir les photos qui sont là. Et je dis au chat que Jessie va remonter les questions. Ah, on me dit qu'on m'entend mieux que toi, parce que je parle plus fort. Il faut que tu parles un peu plus fort. Donc, New Rose au début, c'est ce truc en bois là. Voilà, alors cette devanture en bois. Parce que lorsque nous avons décidé d'ouvrir un magasin avec Patrick, il a fallu en trouver un. Donc j'ai pris ma mobilette. On voulait être dans le quartier latin, évidemment. Ouais. Et puis je suis tombé sur cette petite rue avec. Il y avait 2 magasins en fait, un à la même adresse, mais un de chaque côté de l'entrée de l'immeuble. Et on a choisi, d'ailleurs, peut-être qu'on voit les 2 là. Ouais, là on voit les 2 là. Ouais. Voilà. Ça c'est la photo qui est ici. Donc, ouais. On a pris le plus petit qui était moins cher, le premier. Ouais. Et donc, 1 an et demi après, on a récupéré le 2e local pour la distribution. Ok. Voilà. Donc là, c'est avant l'ouverture. On n'a pas encore, la vitrine n'a pas été livrée encore. Là, on est en train de faire la peinture parce qu'on a fait tous les travaux nous-mêmes. Et ensuite, ça a ouvert le 1er avril 80. 1er avril 80. Bon. C'est quoi New Rose? Qu'est-ce qui va se passer à New Rose? Pourquoi 30 ans plus tard, il y a une exposition sur un disquaire? Parce qu'il y en a eu des disquaires à Paris et qui ont marqué autant que New Rose, très peu, quasiment pas. Pourquoi? Je suis le premier surpris en fait, mais c'est vrai qu'avec le temps, ou quand je vais au concert, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir, et c'est vrai et le magasin et le label, ça a vraiment marqué les gens en fait. Ouais. Parce que sur le moment, on n'y pensait pas. On faisait le truc, tu étais bien placé pour le savoir, c'est pareil. Que ce soit tes fanzines, ton label, tu faisais ça pour te faire plaisir. Bien sûr. Un truc de fan, et tu ne pensais pas aux répercussions en fait. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est que oui, ça a marqué les gens en fait. Alors pour plusieurs raisons, aussi bien les gens qui venaient juste au magasin acheter un import, acheter, je sais pas, le nouveau Kyo ou la presse anglaise. Ouais. Et puis il y a ceux aussi qui s'intéressaient au label, au groupe du label, et puis les concerts. Et du coup, finalement, oui, ça a perduré dans le temps, ce qui est assez étonnant en fait. Parce qu'au fond, là, quand je lis le bouquin, moi je croyais que la boutique avait duré plus longtemps. En fait, elle va durer 12 ans. Ouais. C'est pas non plus. C'est pas une vie, quoi, je veux dire. Enfin, pour toi, c'est. Mais en même temps, moi je trouve que le rock, c'est quand on est jeune. Ouais. Et c'est pas appelé justement à perdurer en fait. Ouais. Je pense que c'est une chose éphémère. Et puis aussi, il y a l'évolution du temps. C'est-à-dire que l'époque, la façon de distribuer les disques, toute la scène alternative qui est apparue dans les années 80, au début des années 90, c'était terminé. Ouais. Le CD avait remplacé le vinyle, etc. Et puis ça a continué, maintenant c'est plus pareil. Oui, bien sûr. Quand tu vas à un concert, on ne fume plus, il n'y a plus de bouteilles, il n'y a plus de risques, il n'y a plus qu'une forêt d'iPhone. Ouais, comme là. Alors en fait, Louis, il est très intimidé, il faut le savoir, les amis. C'est pas mon truc de parler. C'est pas son truc de parler, mais déjà, d'ailleurs, Laurent Chalumeau, dans la préface du bouquin, dit bien que tu n'étais pas le plus bavard des deux. Hein, c'était Patrick qui était. C'était Patrick adorait parler, et moi pas du tout. Et toi, pas du tout. Mais tu as accepté. Ah oui, c'était la moindre des choses pour toi quand même. C'est cool. Alors, peut-être qu'on peut écouter un premier morceau, lequel tu voudrais. Alors, attends. Je vais. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Qu'est-ce qu'on a en stock? Tu m'as dit. Gilles Tandy, Warumjo, les Sens, Dramarama, les Cramps, et moi j'avais mis Vrai Classique et les Sonics. Gilles Tandy, on démarre par Gilles Tandy? Allez hop, on démarre par Gilles Tandy. Alors il faut. C'est un morceau de son album La colère monte. Ouais. C'est une phase B de 45 tours. Il est accompagné par les Dogs, et donc les paroles sont d'Éric Tandy, son frère, et la musique d'Antoine des Dogs. Et c'est produit par Dominique Labouguet. C'est ça. On va le mettre. Merci YouTube de ne pas nous striker. On est avec le maître des dieux. Voilà.
Voilà. Robin, dis-moi juste si ça marche bien dans le chat, si vous entendez bien le son. Sinon, je te laisse régler. Cowboy de façon brutale, dans le détail, des actions brutales. Super. Voilà, tout va bien. Ça va ? Là, ça fait une pause. Là. Ça va ? Ah bah tu es très clair. Non, c'est... C'est qui s'occupe. C'est que du ballot est vraiment pas beau. Squelette, il n'a pas de bras, il n'a pas de tête, ça on peut l'admettre. Ouais, celui-là il est court. Peut-être finir sur les scènes. Oui, qui est plus long. Ah ouais. Bien sûr. Pour le trackless, c'est pas très long. Non, puis on peut couper. Mais le trackless, j'ai une petite anecdote. D'ailleurs, il y a son bassiste. Ah ouais? Il était au concert dans le magasin. Ouais. Qu'est-ce qu'il était sympa ce mec. Donc maintenant il est reparti aux il a habité longtemps en France. Ah ouais? Aux États-Unis. De rien. Comme ça, même à l'unité. Ouais. Les musiques de film, les reprises. Même si on peut le ouais, bien sûr, ouais. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Et mine de rien, je regarde. C'est bientôt. Ça peut passer vite cette affaire. Ouais. Et puis la distrib après. Ok. Alors, on repart. Non, pas les dogs. Robin, est-ce que tu peux remettre? Ah, normalement, je pensais que j'avais... Ok, c'est bon. On est bon. Alors, ouais, tu disais peut-être le début du label, parce qu'en fait, très vite, donc, la petite boutique, que d'une certaine manière, vous recréez là, avec les pochettes ici, en fait, très rapidement, ça devient une maison de disques, un label. Oui, bah parce que le magasin marche bien dès l'ouverture. Ouais. Et donc, en fait, il faut que je revienne un petit peu avant. À Music Box, il y avait eu un embryon de label qui s'appelait Flamingo, sur lequel il y avait eu 5 disques de sortie. Ouais. Et donc, comme le magasin marchait bien, tout d'un coup, on s'est dit que ce serait bien de faire un label. Donc, on a contacté via Giovanni D'Adomo, qui était un journaliste du magazine The Sound. On lui a envoyé une lettre au hasard. Parce qu'on cherchait pour démarrer, on s'est dit il faut quand même un groupe un petit peu connu. Ouais. On a démarré par un groupe inconnu, c'est plus compliqué. Donc on a pensé aux Sense, qui n'avaient rien fait depuis leur troisième album, puisqu'ils s'étaient fait virer de chez EMI. Ouais. Donc on envoie une lettre à Giovanni, et quelques semaines plus tard, Chris Bailey vient dans son bureau, il lui donne la lettre, et Chris nous appelle. Voilà. Et du coup, on sort le premier disque sur les roses, qui est donc Paralytic Tonight de Blind Tomorrow, de Sense. Là, il n'y a pas la pochette, mais il y a des choses. Ah oui, il y a là. Si, elle est là. Elle est où? Attends, montre-moi. Ah oui, c'est là. C'est la toute première. C'est la toute première. Et il y a même la maquette qui est là. Qui est où? La maquette, tu vas l'avoir à l'envers. Ah ouais. Donc là, oui, elle est côté rue, en fait. Exactement. Donc ça, c'est le premier disque. Et les Sense, il faut peut-être rappeler qui ils sont. Et comment se fait-il qu'ils disent oui à un petit label parisien? En fait, les Sense, c'est même, puisque New Rose, on ne l'a pas dit, mais New Rose, ça vient d'un morceau des Damned, qui est le premier 45 tours punk. Mais en fait, c'est le premier 45 tours punk anglais. Mais le premier vrai 45 tours punk, c'est Amstrad des Sense, groupe australien, qui est sorti quelques mois avant. Et donc ensuite, les Sense ont signé chez EMI, ils ont fait 3 albums, et ils se sont fait virer. Donc Chris Bailey, il n'avait plus de maison de disque, plus de groupe.
puis voilà. Et donc, quand on l'a contacté, il avait de nouveau un groupe, il avait enregistré quelques morceaux, Ouais. et c'est parti comme ça. Et puis après, ça a duré des années, puisqu'on a sorti des disques solos et d'autres disques d'essence. Voilà. Vous êtes resté Oui. proche, on va dire. On est resté très proche. Oui. Ouais. Il a même habité chez moi. Il est à la maison de campagne de Patrick. Et puis, quand je lui ai demandé de faire un petit texte pour l'intro du bouquin, il était déjà malade, mais il a tenu à le faire. Voilà. Petit texte, mais bien senti, où on sent son émotion, quoi. On sent son émotion à raconter ça. Ce qui est très, très triste, c'est qu'on était en train de traduire son texte en français quand on a appris sa mort. On était en plein dedans. Et donc, il a vu quand même une pré-maquette du livre. Ouais. Mais c'est dommage parce que j'aurais été content qu'il soit là pour la sortie et les expos. Bien sûr. Après les Sense, il y a quoi? Il y a qui Dans les tout premiers disques, il y a Charles de Gaulle, qui était en fait le bassiste d'un groupe qui s'appelait Coma, que nous avions sorti sur Flamingo, donc à l'époque Music Box. Il y a un album de Willy Loco Alexander, il y a les Trogs, ça et Varunjo, c'est les premiers disques. Et ensuite, on a sorti... Donc les Trogs, c'était un groupe anglais, notamment des années 60, mythique. Voilà. Warunjo, c'était un groupe très branché parisien, on peut le dire comme ça. Oui, branché, ce ne serait pas le mot. Non. Ils avaient un peu une... Non, ils n'avaient pas une petite... Il n'y a pas une petite bande qui les suivait? Non, il me semblait. Ah oui, mais ça dépend qu'est-ce que tu entends par branché. Il était de bon ton de les connaître, non? C'est pas... Non, c'est quand même très alternatif. Ok. C'est un peu, on va dire, pour faire simple, les fils de métal urbain. Oui, absolument, oui. Et ils sont toujours en activité, ils sont en concert demain soir, et je vais régulièrement les voir en concert, toujours, et c'est toujours aussi bien. Donc, Varunjo, et alors, donc là... On était les premiers albums. Alors, si jamais il y a des pochettes ou des choses de groupes dont tu parles. Les Trogs. Les Trogs ici, C'est peut-être toi qui l'as rédigé d'ailleurs, c'est possible. Je ne sais pas. Non, je m'en souviendrai si ça avait été les Trogs. Voilà, ça c'est la bio originale, c'est-à-dire c'est la maquette. C'est la maquette de la bio qu'on a envoyée à la presse en fait. C'est quand même démo. Hein. C'est tout. Le 354 28 90. C'est tout collé à la main et tapé à la machine. C'est génial. C'est du lettre à 7. Absolument. Ça, c'est les Trogs. Warunjo, je ne sais pas si. Varunjo, il y a une pochette là. On n'a pas de pochette. Ah oui, ici. Voilà. Ici. Et oui, logo, et une photo. Voilà. Ok. Donc, et là, donc, les premiers disques étaient distribués par RCA. Et puis, coup sur coup, on a sorti le premier album de La Souris Déglinguée. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis, le Gun Club, sur la maquette est là. Oh là là, ça c'est démentiel. Comment se fait-il que c'est toi qui avais gardé toutes les maquettes, toutes les pochettes Certaines, oui, ça ce sont toutes mes archives. Mais pourquoi? Parce que tu es un compulsion? Non, j'avais beaucoup de choses du début du label, parce qu'après, évidemment, c'était plus compliqué. Mais au début, comme on sortait pas beaucoup de disques, et que j'étais surtout impliqué dans les pochettes, j'ai gardé quelques trucs. Voilà, c'est le coup de chance. Et donc, coup sur coup, La Souris Déglinguée et Gun Club, et RCA ne veut pas les distribuer. Donc ça nous oblige, vu que les disques sont prêts, ça nous oblige à démarrer la distribution. Alors il y avait un embryon parce que Patrick vendait quelques imports des disques en province, mais c'était vraiment anecdotique, on va dire. Et là, on démarre vraiment la distribution. Et puis surtout, coup de chance, c'est là où arrive toute la scène alternative française. Absolument. Tous les groupes qui font des disques eux-mêmes, les labels, c'est-à-dire Gougnac, Bondage, Stop It Baby, Bien. Closer et autres, il y en a des dizaines. Et qui viennent vous voir pour que vous distribuiez les disques. Exactement. Et en fait, comme on avait copié en fait l'idée de
magasin qui devient label sur les Anglais, hein, c'est-à-dire Ouais. Rough Trade, Beggars Banquet et plein d'autres ont commencé à Chiswick. C'était des magasins au départ qui sont devenus labels. Et Rough Trade faisait également ce qu'ils appelaient Manufactured and Distributed, c'est-à-dire fabriqué et distribué Ouais. par. Et donc, c'était du coup, les groupes avaient juste à enregistrer un disque, Ouais. ils amenaient la bande et nous, on s'occupait de la fabrication et de la distribution. Parce que souvent, les petits groupes, ils arrivaient à. Avec une cassette, enfin, avec des non, bandes. ils arrivaient à financer le studio, Ouais. mais après, la fabrication, ça coûtait encore de l'argent, etc. La gravure. La gravure, C'était chez MPO, non? C'était où, non? À part pour la gravure. Non, c'était Translab. Mais oui, Translab, c'est ça, Translab pour la gravure. Et après, le pressage, pâté, MPO. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Ouais, Que ce soit avec ouais. les groupes, parce qu'il y avait eu tellement de groupes, ça va de Oberkampf, Wunderbar, La Horde et tant d'autres, plus les labels, les Gougnaf, OTH, KO Productions, Ouais. etc. Mais c'est marrant parce que pour moi, New Rose, alors vous étiez des distributeurs de la scène alternative, mais ce que vous sortiez, c'était plutôt des groupes anglais ou américains. C'était pas très alternatif. À part les Vampas, si vous avez sorti le premier album des Vampas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait vraiment la scène alternative, donc les Berus, par exemple, Ouais. c'est arrivé un tout petit peu après le démarrage de quelques mois ou peut-être un an après le démarrage du label New Rose. Ouais. Et donc, en fait, il y avait tout ce réseau alternatif qui se construisait, Ouais. que ce soit Gougnaf et tous les autres. Et donc, en fait, nous, on n'allait pas piquer des groupes qui étaient déjà sur un label. Oui. Donc, je me rappelle, par exemple, quand j'ai écouté, on a reçu le premier 45 tours des Tugs, tout de suite, il faut qu'on signe, c'est formidable. Et comme ils étaient chez Gougnaf. Absolument. Premier 45 tours, Femme Fatale. Et Ouais. donc, on n'était pas une major qui va piquer un groupe. Ouais. Donc, les labels ou les groupes tout seuls faisaient leur travail, comme ils l'entendaient. Et donc, oui, on n'a pas eu. Il y avait quand même foisonnement de labels, de structures. Donc, nous, déjà, assurer la fabrication et la distribution, c'était bien. Ouais. Ça aurait servi à rien de dire, de surenchérir ou de proposer une fortune, ce qu'on n'avait pas, pour signer les Berus ou autres. Les Berus, ils étaient chez Bondage, ce qui était au départ leur label, finalement. Et ça se passait très bien. À ce moment-là. Oui, Bon, après, c'était compliqué. Ça se complique toujours. Ça se complique toujours. Est-ce que tu veux qu'on écoute un autre morceau? Et puis alors, je pense que... Oui, alors je veux bien. Alors, regarde. Oui, c'est ici. On va mettre Warumjo. Robin, je te laisse faire la régie à ce moment-là. Voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est rigolo parce que j'ai regardé les vidéos. Alors, il ne faut pas qu'on parle pendant la vidéo, en fait. Mais les vidéos que tu m'as filées, elles sont toutes en 4/3, en fait. Ça montre quand même l'époque, quoi. Passer par ici et découcher par là, surgir d'en haut et disparaître en bas. En astronomie, ça fait révolution, et en politique, cohabitation. Changer le moindre désir en besoin, jouer la pénurie pour vider le magasin. En économie, c'est la spéculation, et en politique, les élections. On peut distinguer la cible et le tireur, comme si le rôle collait trop pas l'acteur. En biologie, ça c'est une mutation, et en politique, cohabitation. Perdre la boussole et se tromper de chemin, sans espoir de retour avant l'appel du matin. En cours martial, ça se dit désertion, et en politique, cohabitation. Divulguer les secrets d'état-major, tout en jurant qu'on sera toujours
d'accord. Entre elle et moi, ça se toute trahison. Et en politique, cohabitation. Hey! Hey oh! Hey! Hey oh! Hey! Hey oh! Hey! Hey oh! Tu vois, l'esprit fanzine perdure. Hein, tu vois, regarde. C'est magnifique. C'est extraordinaire, non? C'est le do-it-yourself 2.0, mais ça reste le do-it-yourself. Absolument, absolument. Alors, tu voulais revenir oui, sur... ta question, beaucoup de groupes américains, moins de groupes français, et effectivement, comme je l'ai dit, on n'allait pas débaucher, entre guillemets, je ne sais pas, les Ludwig, ou les Beru, ou OTH, ou autres. Donc nous, on a sorti quand même quelques groupes, que ce soit Charles de Gaulle, Varanjo, qu'est-ce qu'il y a eu, les Calamités, les Snipers, les Valentino, il y en avait plein, mais effectivement qui n'étaient pas de la scène vraiment alternative, comme pouvaient l'être justement tous ces groupes. Et ce qui fait que, comme tous ces groupes étaient quand même en distribution chez Neurose, nous on s'est plus penché sur des groupes anglo-saxons, donc pas beaucoup, quelques anglais, mais pas beaucoup, parce que les anglais, ils n'avaient pas besoin de nous. Mais dans les groupes américains, australiens et autres, suédois, belges, suisses, ça, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Notamment les groupes américains, un artiste comme Willy Loco qui était sur une major, qui a sorti 2 albums sur une major. Les Américains, quand tu vends 200 000 disques, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que tu te fais virer, parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors que pour vous, 200 000 disques, c'était... C'est double disque d'or. C'était double disque d'or. Mais donc, du coup, on a récupéré plein d'artistes qui avaient déjà fait des disques sur des majors ou autres, et avec lesquels on a continué à travailler, ou des nouveaux groupes, tout simplement, comme Dramarama, ou plein d'autres, Ouest. Et du coup, oui, c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a plus de groupes étrangers sur Neurose que de groupes français. Alors, il y a un groupe, celui-là, il y a un groupe pour moi qui est vraiment emblématique de Neurose, mais est-ce que c'est le cas pour toi? Les Cramps. Les Cramps. C'est incontournable. Alors, les Cramps, c'est pareil, c'est tout ça, ça vient une fois de plus donc, du premier magasin Music Box, en 1977. Puisqu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de groupes, notamment américains, qui autoproduisaient des disques, des 45 tours. Et on en commandait des grosses quantités. Ouais, c'est ça. Ouais. On pouvait en prendre 500. 500, ouais. C'est-à-dire qu'on était en contact avec donc, les Cramps, avec Divo, avec les Residents, avec Chrome. Et donc, en fait, tous ces contacts ont perduré. Et c'est comme ça qu'un jour, on a eu un coup de fil, c'était Ivy, qui nous disait « Est-ce que vous voulez sortir notre nouveau disque ?» Ivy, c'est elle. Ivy Recherche. C'est elle. Et donc ça a été la même chose, Divo, là. Démonège, il n'y a rien de Chrome. Mais donc, ces premiers contacts de 77, en fait, nous ont servi plus tard. Les Cramps, ça a été votre plus grosse vente ou pas? Est-ce qu'on peut parler de ce genre de choses ou ça? Alors, non, mais parce que ça, je serais bien embêté. Dans le livre, il n'y a rien du tout sur le succès de tel ou tel. Alors, il y a des groupes qui ont plus de pages que d'autres, évidemment, mais non, parce que c'est pas du tout ce que l'histoire retient, en fait. Et sur le livre, justement, avec Dominique, on a fait attention à ce que tout ce qu'on écrivait soit véridique. C'est-à-dire que quand on n'arrivait pas à recouper une information, ou être sûr, on a préféré pas le mettre. Ouais. Parce que déjà, parfois, la mémoire te fait défaut, ça arrive même de bonne foi. Oui, bien sûr. Mais tu as un souvenir et en fait, c'est un peu erroné. Et surtout, je ne sais pas trop, alors je sais quelles sont les grosses ventes, mais de dire combien, je ne sais pas. Par moi, ce qui a le plus vendu, c'est les Cramps, c'est le Gun Club, c'est Johnny Saunders,
J'en oublie certainement. Il est là-haut, Johnny Sanders. Johnny Sanders. Il est là, ouais. Mais alors, au niveau c'est des l'époque chiffres, noire. je ne saurais pas te dire du tout. Il faudra avoir des relevés SACEM que je n'ai pas. Et comment les groupes étaient avec vous comment ils se comportaient? Est-ce que... On n'a pas eu trop de problèmes. Après, il y avait des soucis avec Johnny Sanders, par exemple. Voilà. C'était un petit peu compliqué. Ouais, des soucis de dope. Hein. Oui, voilà, d'argent, parce qu'il avait besoin d'argent en permanence. Ouais. Mais sinon, on va dire, dans l'ensemble, quand même, on a eu affaire à des gens sympas. Je sais pas, je pense à Alex Chilton, charmant. Ouais. Enfin, non, on n'a pas eu de gros soucis, non. Je dis pas, il a dû y avoir des petites frictions, des embrouilles, ou des gens, des groupes qui n'étaient pas contents et qui allaient ailleurs, qui changeaient de label. Ouais, bien sûr. Ça arrive, c'est normal, ça arrive tout le temps. Mais sinon, de gros soucis, non, je ne vois pas. Vous meniez à ce moment-là de front le disquaire et la maison de disque et le label, c'est ça? Ouais. C'était 50-50 ou toi tu étais plus le label? Au départ, on faisait tout. On faisait les deux avec Patrick. Ouais. C'était Philippe Puard qui faisait le vendeur. Après, il y a eu Gérald qui est arrivé. C'est, je crois, un an après l'ouverture, qui est devenu le premier vendeur. Ouais. Et puis après, on se dispatchait les choses. Patrick était plus dans le commercial. Moi, je m'occupais plus des pochettes. C'est ça. On faisait un peu tout, en fait. Ouais, c'est pas... Il n'y avait pas de fonction définie. Il fallait faire, enfin, tu vois, c'est pareil. Tu faisais un coup la pochette, un coup le studio, un coup bien sûr, ouais. la promo. Donc, et après, c'est quand vraiment, au fil du temps, quand ça s'est développé, que c'est devenu assez gros, où là, la distribution a déménagé au Kremlin-Bicêtre. On a fini, on était plus de 40, avec plus de 40 employés. Là, c'était différent. Ouais. Et l'époque, en plus, avait changé, c'est pareil. Alors, je te propose qu'on parle du changement de l'époque. Après, peut-être qu'on réécoute encore une chanson, peut-être des Cramps d'ailleurs. Mais il y a une question du chat qui est passée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses du regain du vinyle aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode? Comment tu vois ça, toi? Toi qui en as vendu des pelletés, quoi. Les pochettes sont là. Hein. Ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, quand on vendait 5 ou 10 000 disques, on avait l'impression de rien vendre. Ouais. Et que maintenant, quand tu vends 500 000 disques, c'est énorme. Donc, alors le vinyle, alors évidemment, ça fait plaisir, parce que ne serait-ce que pour l'objet, la pochette, voilà, le CD, c'est pas un support très joli. Non. Dire. Mais j'ai regardé justement par curiosité la courbe des ventes vinyles, parce que ça fait des années qu'on nous dit le vinyle 20%, 50% de plus que l'année précédente. Mais sauf que nous, on a eu la chance, on n'a pas fait exprès, mais dans les années 80, c'était le pic mondial des ventes de vinyle. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'était vraiment le pic, plus que dans les années 70, 60, c'était D'accord. vraiment le pic. Après, c'est vraiment redescendu, mais c'était descendu tellement bas. C'est-à-dire que maintenant, c'est 1% de ce qu'on faisait. Donc, finalement, même si c'est 100% mieux chaque année, ça reste quand même très marginal. Ouais. Mais toi, par exemple, en tant que mélomane, tu penses qu'il y a une différence entre le CD et le vinyle? Oui. Alors, vas-y. Il suffit de faire le test. Tu mets un vinyle et un CD. Le son est plus chaleureux, plus rond, plus... Ouais. Et encore, je pense qu'il y a eu des progrès de fait, parce que les premiers CD, c'était vraiment... c'était métallique, hein. On prenait le master, on avait un CD, on ne savait pas. Donc, ouais. Pourtant, c'était vendu, rappelle-toi, comme oui, mais ça, le son parfait. Oui, mais ça, c'est l'industrie qui essaie de toujours te vendre un nouveau support, une nouveauté. Ouais. C'est que il y a eu la VHS, il y avait le G2000, la VHS, le DVD, maintenant c'est le Blu-ray, le 4K, le machin. C'est toujours pour te revendre le même truc. Alors, dans le cas des films, c'est différent, parce qu'entre une VHS pas au format, une copie pourrie en VF, et maintenant un Blu-ray, c'est au format
tiré d'après le négatif, VO sous-titré, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais sur un vieux vinyle, voilà, c'est-à-dire que un vinyle, il y a la gravure, il y a la largeur du sillon. La largeur du sillon. Il y a un 33 tours, mais il n'y a qu'un sillon. Hein. Et on voit bien, par exemple, un maxi, il y a beaucoup plus de dynamique hein, que la même version sur l'album. Bien sûr. Ouais. Qui va avoir une gravure serrée. Quoi. Mais ça, il suffit simplement de faire des tests. Alors, on va écouter les Cramps. Robin, si tu peux mettre le morceau. Hop. Et puis, je mets juste... là, voilà. Vas-y, quand tu veux, Robin. Voilà. C'est parti. C'est extraordinaire de refaire du fanzine avec Louis. Vous imaginez pas le bonheur que c'est pour moi. Oh, putain. C'est la cure de jouvence. Alors, tu voulais parler de l'évolution de l'époque, mais là j'ai vu dans le chat une question sur le do it yourself dont tu parles plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais être plus précis? C'était quoi le do it yourself à New Rose ou à l'époque? Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'était démarrer, maintenant il faut faire, comment ça, je trouve même plus le nom, un business plan, il faut aller voir un banquier, il faut ceci, il faut cela. Nous, on a démarré, je ne sais plus avec combien, je crois que c'est marqué. C'est marqué, 70 000 balles. Oui, voilà, donc rien du tout. Et puis tu te débrouilles. Quoi. On parle en francs. Oui, en plus, donc ça fait, je ne sais plus combien ça fait, 10 000 euros ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, 10 000 euros. Donc c'est vraiment rien. Et puis voilà, et on trouve une boutique désaffectée pourrie, on fait tous les travaux nous-mêmes. Il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de quelqu'un pour la promo, on fait tout seul. Quoi. Et que pour les fanzines. Les fanzines, tu parles des groupes que tu aimes. Et puis, c'était le plan, trouver quelqu'un qui bossait dans un bureau avec une photocopieuse et qui te sortait tes fanzines. C'est ça. Voilà, parce que même faire des photocopies, ça coûtait une fortune.
Parce que vous étiez un des... C'est pas grave. Vous étiez un des points névralgiques de vente de fanzines. Il y avait la librairie parallèle. Oui. Voilà. Et il y avait New Rose qui vendait... Oui, mais c'était dans la logique, puisqu'on vendait la presse anglaise aussi. Et donc, tous les fanzines venaient déposer leurs fanzines. Il y a 2 pages dans le livre avec tous les titres de l'époque qui sont quand même extraordinaires. Quoi. Ah, encore, je pense qu'on en a... Oui, bien sûr, oui. Non, mais je veux dire... Mais ça donne justement une idée, une vivacité, du foisonnement de ce qui se passait. Et c'était pareil pour les concerts, dans des petites salles, voire dans les squats. Il n'y avait pas... Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'au niveau salle de concert, il n'y avait pas encore le Zénith, il n'y avait pas de salle. C'est-à-dire qu'en gros, c'était Bataclan, Gibus, la Cigale n'avait pas rouvert. Oui. Il n'y avait pas de salle. Donc c'est là où il y a eu tous les baroques. Oui. Justement le New Moon, la Boule Noire, enfin tous ces lieux, et puis même les squats des vilains et tout ça, où il se passait des choses. Et en province, pareil, en fait. Donc tout ça, ça allait ensemble, en fait. Les petits labels, les autoproductions, les fanzines. Et à votre corps défendant, vous deveniez quand même le... Enfin, j'ai à votre corps défendant parce que c'était pas le business plan, puisqu'elle n'avait pas, mais vous étiez pivot, parce qu'en fait, en étant le distributeur de toute cette scène-là, vous étiez le relais... C'est le coup de chance, c'est-à-dire que c'est la concomitance de l'apparition de toute cette scène alternative, et que nous, on était là, et qu'on était un tout petit peu plus structuré que ceux qui étaient venus avant. Ouais. Genre, je trouve plus le nom de la boutique, alternative. L'Open Market. Open Market, oui. Et autres. Voilà, c'est tout. On a eu la chance d'arriver au bon moment. Et puis, oui, d'être peut-être un peu moins dilettante que d'autres. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu qualifierais... Alors, si tu veux montrer des choses, n'hésite pas, comme ça je peux filmer. Est-ce que tu qualifierais New Rose d'endroit punk, de label punk? Il y a des questions là-dessus. Et si oui, qu'est-ce que ça signifierait? Disons, au tout départ, oui, Music Box, c'est punk. Le nom New Rose, c'est punk. Ouais. Mais en 80, c'était plus pareil. Il y avait la deuxième vague. Ouais. Mais c'était plus le 77. Donc non, parce qu'en fait, on vendait tout. C'est-à-dire que les gens pouvaient venir pour acheter le nouveau Maxi Prince, ou le Cure, ou un truc beaucoup plus pointu d'autoproduit. Ouais. Donc je pense que c'était assez large, en fait. C'est pas juste... C'est peut-être ça aussi qui a fait un peu le succès, c'est que c'était pas une chapelle. Alors c'était des initiés, parce qu'à l'époque, quand même, il fallait être initié, quel que soit ton groupe fétiche. Même celui qui écoutait Cure n'était pas au top 50. Hein, donc, mais oui, c'est peut-être ça en fait qui a fait que beaucoup de gens venaient. Ça pouvait être des modes. D'ailleurs, dans le livre, il y a une énumération. Oui, absolument. Il y avait un peu de tout. Quoi. Tu pouvais écouter de l'Indus. Alors, il y avait un peu de tout, c'était blanc. Enfin, quoique vous avez produit quelques trucs rhythm and blues, mais c'était plutôt du punk rock, du rock blanc. Non, pas sur New Rose, non. Non. Ah. Sur New Rose, t'as Bodidley. Bodidley, bien sûr, oui. T'as, je sais pas, le chanteur des Gorilles, c'est un noir. C'est vrai. Quel groupe, les Gorilles? Quel groupe? Voilà. Et puis, enfin, oui, il y a du rhythm and blues, il y a plein de choses. Non, mais par exemple, New Rose est passé à côté du rap, par exemple. Alors, mais parce que déjà, le rap était embryonnaire. Ouais. Et puis, ça vient quand même après. C'est tardif pour New Rose, le rap. C'est pas en 80, le rap. Ah, c'est pas en 80, enfin c'est en 80 aux États-Unis, mais en France, ça va attendre. Non, c'est quand vous arrêtez. Non, mais c'est quand vous arrêtez. Le premier NTM, ça doit être 90. Rapatitude. Rapatitude, c'est pas en 80. Non, c'est 89, 90. C'est ce que je te dis. Ouais. Nous, on est. Vous êtes en train de. On est quasiment, je vais dire, sur le déclin, oui, d'une certaine façon. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça va très très vite. Oui, mais c'est une décennie, c'est normal. Ouais. C'est le truc, tu vois, le rock, c'est quand t'es jeune. C'est le truc, d'ailleurs, tu prends c'est ce qui nous différencie avec Patrick, c'est-à-dire que lui, il avait 12 ans de plus que moi, et donc, ce que tu gardes toute ta vie, c'est la musique de ton adolescence, de ta jeunesse. Donc pour lui, c'était les 60s, tu vois, et les groupes anglais, et les yéyés en France. C'est ça. Moi, c'était le punk. Mais 10 ans après, ça allait être le rap. Après, tu vois, l'électro ou autre. Alors, on est un peu pris par le temps. Robin, si tu m'entends, on va écouter Vrai Claes Eric,
que tu vas avoir sur la liste. Est-ce que Robin est là ou pas? Oui, il est là, génial, génial. Peut-être dire un petit mot. Alors, donc c'est At the Shop, c'est-à-dire c'est un enregistrement qui se fait rue Pierre-Sarrazin, donc qui se fait dans le magasin. À ce moment-là, la devanture n'est plus comme ça, je crois. Non, c'est le deuxième magasin, c'est le Minister. Voilà, c'est celui-là qu'on n'a pas encore. Oui, parce que vous appelez ça Ministore, parce qu'à l'époque, il y a des méchants. Mais parce qu'il y avait un film Megastore en même temps, donc moi je dis ça va s'appeler Ministore. Ça va s'appeler Ministore. Et donc, il y a un concert, deux concerts céramiques au magasin, avec quelques personnes, je ne sais pas, il va y avoir 30 personnes. C'est ça, c'est ça. Qui a donné lieu à un disque. Et donc, mon anecdote, malheureusement, ce n'est pas dans le livre, mais dans la pochette, il y a, dans le livre, il y a des photos du concert, mais il n'y a pas exactement les mêmes photos. Et dans une des photos, on voit mon Teddy violet, mauve de l'époque, pardon, parce que moi j'étais présent à ce concert-là, qui reste un truc et d'ailleurs sur toutes les d'une douceur incroyable et qui était plein d'énergie. Oui, tout à fait. Et avec un chien qui se baladait. Absolument. Dans la boutique. Absolument. Et d'ailleurs dans la série de photos, dans le fond, on voit plein de monde. On voit Patrick, on voit Charles de Gaulle, je ne sais plus, on doit voir Philippe Marie, on voit plein de monde. Franck, la série, il faut peut-être dire, après on écoute rapidement, et d'ailleurs vous allez entendre, il s'adresse en français au public, il dit « Je vous aime beaucoup ». Il a vécu en France ensuite. Mais en fait, il faut dire qui il est. Donc c'est un des premiers artistes du label Stiff, le label anglais. Et donc je ne sais plus quel titre tu as choisi. Ah bah si, c'est ma fort. Ah non, d'accord, donc c'est pas un titre Stiff, c'est un titre. Non. Ok. Ouais. Donc, et qui a fait son petit parcours, qui maintenant habite aux États-Unis. Et voilà, et on a fait deux disques avec lui. On l'écoute. On l'écoute et on revient à la galerie après. Voilà. Nous aimons beaucoup le jazz, you know, à Paris, la cité, le jazz. Et c'est... it's appropriate, you know, for the occasion. There you go. If you want to cover your ears. De l'exposition dans quelques minutes. On va terminer pour raconter le bouquin, en fait, dont on parlait tout à l'heure, qui est ici, qui est dans cette vitrine. Voilà. Bouquin qui raconte l'histoire du label et du disquaire. Ça, c'était dans ta cave, c'est ça? Oui, ça c'est l'enseigne que j'avais gardée dans la cave. On a fermé, je ne sais pas pourquoi. Tu l'as gardé. Je l'ai mise dans la cave et du coup, c'est bien utile de la retrouver. Alors, le bouquin, il a une histoire. Laquelle? Alors, au départ, parce que moi, j'avais complètement arrêté. Patrick a continué un petit peu avec la Skoll pendant quelques années. Moi, j'étais parti sur autre chose. J'étais parti dans le monde du cinéma. Absolument. Et donc, c'était après le 13 novembre 2015, après le Bataclan, il y a une personne qui voulait faire un documentaire sur Neurose. Donc, Patrick était d'accord. Moi, pour la première fois, j'avais dit oui. Oui. Parce que c'était pas trop mon truc pendant. Donc, ça fait quoi? Pendant 15 ans, j'avais pas parlé de Neurose. Et voilà, j'étais passé à autre chose. Ouais. Et puis, le documentaire ne s'est pas fait.
Et quand Patrick est décédé, là c'est Dominique Format qui m'a dit ce serait quand même bien de faire un documentaire. Donc comme Patrick étant plus là, c'était un petit peu compliqué. On a réfléchi, j'ai pris mon temps. Et puis on était parti, on a commencé à contacter plein de personnes pour les interviewer, justement pour compenser l'absence de Patrick. Et puis donc on était prêt à commencer à tourner et la Covid est arrivée. Donc on a abandonné le projet. Et quelques temps avant, j'avais rencontré donc, celui qui est devenu l'éditeur, Fabrice Couillereau, je lui ai raconté l'histoire qu'on n'allait pas pouvoir faire le documentaire. Donc il m'a dit, il faut qu'on fasse un bouquin. Et du coup, comme on avait quand même travaillé en amont avec Dominique, on a fait des interviews pour qu'il ait du matériel, donc il a écrit les textes, et puis moi je me suis plongé dans les archives. Et donc merci à la Covid, parce que ça nous a pris 2 ans pour faire tout ça. Et donc sinon on n'aurait pas pu le faire, parce que c'était vraiment un boulot énorme. Et donc voilà, le livre existe. Alors il y a 500 exemplaires, parce que c'est vraiment, en tant qu'un éditeur indépendant, il ne peut pas, surtout après maintenant l'augmentation du papier, du carton, enfin c'est un enfer. Et donc là, il y a cette expo qui démarre ce soir. Qui démarre ce soir jusqu'au 47 rue 77. 77, on ne peut pas l'oublier. Rue Amelot, dans le 11e à Paris. Voilà. Ça, c'est jusqu'au 26 novembre. Ouais. Ensuite, à partir du 25 novembre jusqu'à mi-février, il y a une exposition au 106 à Rouen, qui est vraiment une très grosse exposition. Là, il y aura 50 affiches, enfin, ça va être vraiment gros, avec un concert le 25 pour l'ouverture, avec les Valentino, les Calamités qui se reforment pour l'occasion, les Soucoupes Violentes, Gilles Tandy, François Huette des Snipers, donc voilà, ça va faire un petit concert sympa. Donc ça, pour ça, si les gens veulent y aller, il faut aller sur le site du 106 à Rouen, la salle de concert, et s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire en vue du concert. Et donc après, dernière étape, c'est le 3 décembre, samedi 3 décembre, chez Gibert à Paris. Là, il y aura un showcase à peu près avec les mêmes artistes plus quelques invités. Et voilà, showcase dédicace, et après ce sera terminé pour l'instant. Alors, on va mettre un dernier morceau, mais d'abord, est-ce que tu peux me tenir ça 2 secondes? Je peux. Voilà. En fait, j'ai un cadeau. Le cadeau, c'est pas le livre. Ah, tu es en train de le filmer. C'est un truc qui est à l'intérieur du livre, tu vas comprendre. Tu le connais ce bouquin ou pas? Non. Underground. Ah si, il n'y a pas un truc sur les Cramps dedans? Ou je ne sais plus ce qu'il y a. Oh, il y a un truc sur Alex Chilton. Il y a plein de choses qui ressemblent qui rappellent le New Moon. Oh, tu filmes là? Bah, parfait. Alors attendez, là, c'est fini dans 2 minutes. Je suis désolé. Donc, c'est les rockers maudits et les grandes prêtresses du son. On avait reçu au poste comme toi les auteurs il y a 1 an de ça. Et ici... formidable. À partir de 1985, il bénéficie d'un retour en grâce providentielle via le label français New Rose. Je vous cherchais depuis Like Flies on Cherbourg, mais vous aviez disparu. Patrick Maté. Tiens, viens Louis, viens. Patrick Maté, on est d'accord, c'est lui. C'est lui, là, sur la photo, là, à côté, là. Attends, il faut se mettre les deux, là. C'est lui, hein, on est d'accord. Toi, tu es à gauche. Oui. Ok. Alors, sinon, je peux te montrer un autre. Attends. Non, mais viens, si tu veux voir Patrick. Ok. Parce qu'à l'époque... Alors, ça, c'est toi qui avais dessiné. Regarde. Ok. Alors maintenant, regardez, ça, c'est comme ça que tu l'avais dessiné. Ça, c'est comme ça qu'il l'avait dessiné. Et la feuille, elle est pour toi. Parce que je les avais engueulés, les mecs. C'est l'original. Ah, formidable. Je leur avais dit, non mais attendez, Patrick Maté, il a un cigare normalement. Donc oui, tu vois, c'est la planche originale d'Alex Chilton. Oui, regarde. Et c'est fou parce que New Rose a encore inspiré des graphistes. Thierry Guittard. Voilà. Le copain Thierry Guittard, absolument. Qui, dans son album Tout pour rien, qui est sorti il y a 1 an, raconte un peu sa jeunesse et sa passion pour la musique.
Et dedans, il y a le magasin New Rose. Thierry Guittard qui est dessiné dans mon fanzine, tu vois. Exactement. Voilà. Et qui va avoir une expo à la fin du mois. Ok. Chez Art Factory. Et donc, on va faire un doublé, son expo et ici. Super. Voilà, c'est pour toi, t'en fais ce que t'en veux. Super. C'est le dessinateur Nicolas Moog, un copain. On écoute les scènes pour terminer. Pour terminer, voilà. Voilà. C'est quand même le premier groupe signé. Et puis Chris qui nous a accompagnés tout le long des années, qui est devenu un ami, jusque donc à son petit texte d'introduction pour le livre. Donc c'est normal de terminer par les scènes. Super. Merci beaucoup, Louis. Amuse-toi bien. Et puis, moi, je ferai quelques images après le morceau de l'extérieur. Les amis, je vous embrasse. Merci à tous d'être là. Et on envoie les scènes. Un petit peu. Those ships they're sailing on empty seas, and the light that is in the darkness, it gonna shine on me. I'm like an old man, I run to find the shore, and the light that is in your eyes, but it doesn't shine anymore. So wait until tomorrow, and darling, then we'll see. You know I don't know about tomorrow. But they cold in the wind, and that blows in my mind, and crazy is the moon, oh, that has to be mine. Now, darling, I would run, but baby, I am tired, and I feel like you know I must be hypnotized. So wait until tomorrow, and darling, then we'll see. You know I don't know about tomorrow. Et après, on se retrouve dimanche pour le stream de Metz. Ça y est? Ça y est. Ça y est. Je fais juste... bonjour. Je fais juste ça, mais là, vous pouvez rentrer, enfin faire... voilà. Voilà, 77 rue Amelot. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais bien ému de parler de tout ça. Voilà, quelques pochettes de disques, les Trogs, Gun Club, Casse Product, Johnny Thunders, les Breakers, Chilton. Ici les originales.
Voilà, c'est ici. Galerie Mortier, 77 rue Amelot. De 14 à 19h. Oh, regarde, jeudi au samedi. bien. Alors attention pour les horaires, ne déconnez pas. 14h, 19h. Le matin, ils ne savent pas ici. Mais par contre, l'après-midi, ça bosse dur. Ça bosse Jusqu'à 19h. Jusqu'à... là, regarde, plus. Entrez, vous êtes chez vous, entrez. Voilà, je vous remonte juste la boutique pour ceux qui viennent d'arriver. La boutique New Rose, au tout début, c'est ça. Et puis, ça va devenir ça. C'est meilleur ici. Ah, c'est ça, vous aviez froid, en fait. Ah oui. Oh, merde, oh putain, je suis désolé. Donc demain, on a la crève, c'est ta faute. Voilà, c'est fini. À demain. Merci beaucoup.